Welcome to a new episode of Ma al-Maghrib, Min Washington. In this week's episode, bienvenue pour un nouvel épisode de votre émission avec le Maroc depuis Washington. Nous aborderons aujourd'hui les axes suivants. Les résultats du partenariat économique et commercial entre le Maroc et les États-Unis. L'annonce d'un programme américain de financement de projets économiques au Sahara marocain. Le début de la campagne présidentielle américaine et le point sur les enquêtes judiciaires qui menacent l'ex-président américain Donald Trump. Les relations économiques et commerciales entre les États-Unis et le Royaume du Maroc sont marquées par une dimension géopolitique particulière, étroitement liée à leur histoire. En effet, le Maroc a été le premier pays à reconnaître l'indépendance des États-Unis, établissant ainsi un lien historique fort qui perdure jusqu'à ce jour, faisant du Royaume le plus ancien allié des États-Unis. Ces relations ne sont donc pas simplement basées sur des intérêts commerciaux, mais aussi ancrées sur des valeurs communes. Nous allons examiner aujourd'hui ces relations économiques et commerciales consolidées par l'accord de libre-échange signé de longue date entre les deux pays, accord qui a évolué pour devenir un véritable pont économique reliant les deux nations et ouvrant une porte sur l'Afrique et le Moyen-Orient. Nous explorerons l'évolution des principaux secteurs d'investissement et d'échange, tout en identifiant les opportunités et les défis à venir. Nous évoquerons également les investissements américains dans le Sahara marocain, une région récemment reconnue par les États-Unis comme faisant partie intégrante du Royaume. Cette reconnaissance américaine de la marocanité du Sahara a des implications importantes sur la stabilité régionale et sur les relations internationales et ouvre de nouvelles perspectives économiques et commerciales, notamment dans les domaines de l'exploitation minière et des énergies renouvelables. Nous nous tournerons ensuite vers les États-Unis pour observer les récents développements de la campagne présidentielle et analyser les principaux thèmes et stratégies privilégiés par les candidats. Cette élection, caractérisée par une polarisation politique sans précédent, aura des répercussions sur les politiques futures et sur le positionnement international de la prochaine administration. Enfin, nous examinerons les procès contre l'ex-président Donald Trump et la portée de ses accusations sur son éligibilité et sur la question de l'immunité présidentielle. Pour discuter de ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur le plateau Dr Ralph Neuenberger. Il a été professeur d'histoire et de relations internationales à l'université de Georgetown pendant près de 4 décennies. Il a été honoré du prix d'excellence en enseignement pour sa remarquable contribution pédagogique. Parmi nous également sur le plateau, l'ambassadeur David Mack, diplômé d'Harvard, où il a obtenu à la fois sa licence et son master, ancien sous-secrétaire d'État adjoint aux affaires du Proche-Orient et ex-ambassadeur des États-Unis aux Émirats arabes unis. David Mack est aujourd'hui chercheur principal non résident auprès des programmes Moyen-Orient de l'Atlantic Council. Et via Zoom, depuis l'Aïoun, au Sahara marocain, nous accueillerons Shiba Malainin. Il s'engage activement en faveur des droits de l'homme et occupe le poste de directeur général au sein de Crystal Mountain Cell Sahara. Sa profonde connaissance des provinces du sud marocain ainsi que ses activités en font un témoin exceptionnel. Et comme à l'accoutumée parmi nous, le chroniqueur de l'émission Georges Lindrit, qui occupe depuis 1998 la fonction de président au Frontiers of Freedom Institute. Bienvenue messieurs. Je vous propose tout d'abord de suivre la correspondance de Jihan Mansour à propos du partenariat économique entre les États-Unis et le Maroc. Elle intervient depuis la Chambre de commerce des États-Unis. تعتبر العلاقات التجارية والاقتصادية بين الولايات المتحدة الأمريكية
Les relations économiques et commerciales entre les États-Unis d'Amérique et le Royaume du Maroc sont largement reconnues comme un exemple de coopération stratégique réussie entre l'Occident et l'Afrique du Nord. Depuis la conclusion de l'accord de libre-échange en 2004, les échanges commerciaux entre les deux nations ont considérablement progressé. En effet, le volume des échanges bilatéraux a connu une croissance significative, doublant à plusieurs reprises, tandis que les investissements américains se concentrent sur des secteurs clés au Maroc tels que l'automobile, les énergies renouvelables et l'aéronautique, renforçant ainsi la position du Maroc en tant que pôle commercial et industriel majeur dans la région. Depuis 2004, les deux pays sont liés par un accord de libre-échange, le seul accord de ce type entre les États-Unis et un pays africain. En 2022, les importations marocaines en provenance des États-Unis ont atteint 4,5 milliards de dollars, tandis que les exportations marocaines vers les États-Unis se sont élevées à 1,2 milliard de dollars. Le Maroc importe une variété de produits en provenance des États-Unis, tels que le tabac, les ressources énergétiques, ainsi que des produits agricoles et industriels. Les États-Unis sont également le principal fournisseur de gaz butane pour le Royaume. D'autre part, Washington représente la principale destination des exportations marocaines d'agrumes, surpassant le Canada, la France, les Pays-Bas et la Russie. De plus, le Maroc exporte des engrais naturels et chimiques vers les États-Unis. En effet, il convient de noter que les données disponibles ne sont pas entièrement à jour et ne reflètent pas pleinement les ambitions des deux nations, suite à la reconnaissance américaine de la souveraineté du Maroc sur le Sahara. L'intérêt des entreprises et des institutions commerciales américaines pour le Maroc a considérablement augmenté. Ces acteurs estiment que le Maroc progresse rapidement dans le développement de ses infrastructures industrielles et touristiques, bénéficiant d'une stabilité politique et sociale, ainsi que de lois garantissant des droits pleins et entiers des investisseurs étrangers et nationaux. En outre, la confiance des citoyens américains dans le Maroc en tant que partenaire et ami de longue date est inébranlable. Jehan Mansour, depuis le siège de la Chambre de commerce des États-Unis, Média TV, Washington. Thank you, Jehan. So let's go to George. Je vous remercie, Jehan. Je me tourne à présent vers Georges Lindrit. Comme nous l'avons mentionné, le Maroc et les États-Unis célèbrent l'une des plus anciennes relations diplomatiques. Cependant, d'autres pays tels que la France et l'Espagne sont plus présents au Maroc en termes d'investissement. Alors, quelles en sont les raisons ? Pourquoi les États-Unis ne sont-ils pas aussi engagés qu'ils le pourraient ou le devraient en matière d'échanges commerciaux et d'investissement ? Votre question est pertinente. Moi, personnellement, je considère le Maroc comme un investissement extrêmement judicieux, si l'on considère les 2 siècles et demi d'amitié entre nos nations ainsi que l'accord de libre-échange existant depuis plus de 25 ans. Il est décevant de constater qu'il n'est pas encore pleinement opérationnel. Cependant, l'essentiel est de progresser dans cette voie. Je considère sincèrement que le Maroc représente un investissement extrêmement avisé. En réalité, je crois que les entreprises recherchent avant tout un environnement stable, prévisible et propice à la croissance. Le Maroc incarne parfaitement ces qualités. Par conséquent, si les entreprises et les investisseurs américains prennent pleinement conscience de cette réalité, le Maroc sera incontestablement un terrain propice à des investissements fructueux. Je suis convaincu que les investissements vont croître en importance et j'espère que les lenteurs observées auparavant seront surmontées avec le temps. Notre amitié et nos relations devraient continuer à se renforcer. Il est parfois nécessaire que les perceptions évoluent pour correspondre aux faits. Peut-être que d'autres régions de cette zone géographique sont moins stables et moins axées sur la croissance, mais le Maroc est doté de dirigeants visionnaires.
Je maintiens donc que le Maroc est un terrain extrêmement fertile pour les investissements. Si l'on souhaite réaliser des bénéfices et établir des relations durables, le Maroc demeure une destination idéale. Je vous remercie, George. Je me tourne à présent vers Ralph Nurnberger. Ralph, vous avez consacré beaucoup de temps à étudier les relations et les enjeux entre les États-Unis et le Maroc. Alors, comment évaluez-vous cette relation? Bien que cette alliance soit marquée par une proximité politique forte, elle pourrait ne pas toujours se traduire de manière équivalente dans le domaine commercial. Alors, quelle est votre analyse à ce sujet? Je vous remercie, Marc. En effet, les relations politiques, commerciales et financières entre les États-Unis et le Maroc témoignent d'une solide cordialité. Commençons par les relations commerciales en 2004. Un accord de libre-échange fut conclu entre ces deux nations, entrant en vigueur dès l'an 2000. Depuis lors, les échanges commerciaux entre les États-Unis et le Maroc ont quadruplé, tandis que ceux du Maroc avec les États-Unis ont doublé, atteignant désormais environ 7 millions de dollars. Cette croissance témoigne de la robustesse et de l'épanouissement de nos échanges commerciaux. Ce développement est indissociable d'une situation politique favorable, où le règne de feu, le roi Hassan II, a apporté stabilité et assurance au Maroc. Les efforts conjoints des États-Unis et du Maroc dans la lutte contre le terrorisme ont renforcé la confiance des investisseurs et des hommes d'affaires américains, faisant de cette nation un lieu sûr pour les investissements. Les investissements directs au Maroc avoisinent les 400 millions de dollars, témoignant de l'attrait économique de ce pays. Par ailleurs, un dialogue stratégique s'est instauré entre les deux nations, bien que le Maroc ne soit pas un allié membre de l'OTAN. Certainement. David Mack, en tant que diplomate émérite, je rappelle que vous avez été ambassadeur et aussi sous-secrétaire adjoint du département d'État américain. Alors pourriez-vous nous faire part de votre évaluation des relations commerciales entre les États-Unis et le Maroc? Je suis en accord avec mes collègues quant à l'impressionnante croissance du commerce depuis la mise en place de l'accord de libre-échange. Cela demeure remarquable même durant les années de la pandémie, période marquée par de nombreuses perturbations. Je reconnais également l'importance des bonnes relations politiques entre Rabat et Washington dans la simulation de cette dynamique. Toutefois, il convient de souligner que cette progression découle principalement de la position stratégique du Maroc sur le continent africain et des besoins exprimés à son égard par les États-Unis en termes de biens et de services. De plus, les Américains manifestent un appétit croissant pour des relations économiques plus étroites avec le Maroc. Il n'est pas fortuit que le secteur du tourisme soit au cœur de nombreuses transactions, le Maroc s'avérant être une destination idéale pour les touristes américains en quête d'expériences haut de gamme. Effectivement, nous allons à présent nous diriger vers le Maroc pour échanger avec notre invité Shiba Melainin. Alors pourriez-vous nous tracer un aperçu des investissements américains en Maroc, notamment dans la région du Sahara, ainsi que des entreprises américaines qui cherchent à s'implanter et à contribuer à l'économie des provinces du Sud? Tout d'abord, je tiens à exprimer ma gratitude pour votre aimable invitation à participer dans le cadre de cette émission. Je tiens également à féliciter votre équipe et vous-même pour avoir soulevé ce sujet d'une importance cruciale que nous suivons attentivement et que nous apprécions grandement. En ce qui concerne l'importance des investissements américains dans les provinces du Sud, je suis d'avis qu'après l'adoption des accords d'Abraham et la reconnaissance américaine de la souveraineté du Maroc sur son Sahara, de nombreuses opportunités se sont ouvertes aux investisseurs américains dans divers secteurs. Ces secteurs englobent les énergies, le tourisme, les infrastructures, la formation professionnelle des jeunes et le développement immobilier, entre autres. Ainsi, les investissements américains s'inscrivent dans la stratégie globale du Maroc pour ces provinces.
en particulier dans le cadre du nouveau modèle de développement des provinces du Sud, initié par Sa Majesté le roi Mohammed VI en 2015. Il s'agit d'une occasion sans précédent pour les investisseurs américains de participer à cette nouvelle ère pour ces provinces qui sont appelées à devenir une plateforme essentielle entre le reste du monde et l'Afrique. Nous sommes vraiment conscients de l'importance stratégique de l'Afrique en termes de commerce et d'économie, notamment pour l'avenir. Shiba, bien que mon parcours universitaire m'a valu un B en économie, j'ai retenu une leçon fondamentale, à savoir que la quête du profit est au cœur des activités commerciales. Aussi, je voudrais vous inviter à nous éclairer sur les objectifs des investisseurs américains. Sur quels critères basent-ils leur investissement au Sahara marocain? Ce que j'ai observé, c'est que les hommes d'affaires américains aspirent avant tout à saisir des opportunités lucratives dans des environnements favorables. La confiance joue un rôle primordial au niveau de cette démarche. Les investisseurs américains, en tant que représentants de leur gouvernement et de leur État, témoignent déjà d'une grande confiance envers le Maroc. Ainsi, nous sommes en bonne voie pour conclure des partenariats fructueux dans divers secteurs. David Mack, notre invité au Maroc, vient de mettre en lumière un aspect crucial, à savoir la confiance, qui est un élément fondamental dans toute relation. Partagez-vous l'opinion selon laquelle ces facteurs sont essentiels? En outre, quels autres éléments rendent les investissements particulièrement attrayants au Maroc? Je considère que le potentiel d'investissement direct au Maroc, y compris dans le Sahara marocain, est très significatif. Bien que les chiffres actuels ne reflètent pas pleinement cette potentialité, je suis encouragé par nos avancées dans la bonne direction qui résultent des politiques concertées des deux gouvernements. Toutefois, une part importante de cette dynamique découle également de l'harmonie palpable lors des rencontres entre Marocains et Américains en personne, ce qui revêt une grande importance. Récemment, une délégation bipartisane du Sénat américain s'est rendue au Maroc. Je suis convaincu que cette initiative contribuera positivement car ces représentants pourront faire part de leurs observations sur les opportunités d'investissement offertes par le Maroc aux États-Unis. C'est très enrichissant pour des membres du Congrès américain de pouvoir échanger directement avec des citoyens marocains lors de leur visite. Ralph, pourriez-vous nous éclairer sur d'autres aspects fondamentaux de la coopération entre nos deux nations? Well, I will agree with Ambassador Mack. Last month, as he correctly mentioned, there were 6 U.S. senators, 3 Republicans. Je suis tout à fait d'accord avec l'ambassadeur Mark. Le mois dernier, comme il l'a pertinemment souligné, 6 sénateurs américains répartis équitablement entre 3 républicains et 3 démocrates ont soutenu la reconnaissance du Sahara comme partie intégrante du Maroc. Cette démarche amorcée sous l'administration du président Trump a été renforcée par celle du président Biden, transcendant ainsi les clivages partisans. Si je devais souligner un terme primordial dans cette discussion, ce serait probablement sécurité. Un exemple frappant de cette sécurité renforcée est la transformation de Tanger Med, située dans la région nord-ouest du Maroc. Autrefois dépourvu de glamour, ce port a été revitalisé, devenant un hub majeur pour le commerce entre l'Afrique et le reste du monde. Cette prospérité a considérablement stimulé le secteur touristique, attirant un nombre croissant de croisières qui, après avoir accosté à Tanger, poursuivent leur voyage vers des destinations emblématiques telles que Marrakech et Fès. Vous savez, si je dois partir en vacances, je suis tout à fait d'accord avec vous. Pourquoi ne pas choisir le Maroc comme destination et découvrir de mes propres yeux les infrastructures de ce pays, ses ports, ses routes, ses moyens de transport? J'aimerais vraiment que Shiba nous en dise plus à ce sujet. Pourriez-vous nous tracer un panorama des infrastructures, en particulier dans la région du Sahara marocain?
Effectivement, lorsqu'on évoque les provinces du Sud et leur infrastructure, il est indéniable que le climat général d'investissement s'annonce très prometteur. Par exemple, en ce qui concerne les ports, cette région compte déjà 4 installations opérationnelles. Le port de Dakhla, le port de Laayoune, le port de Boujdour, ainsi que le nouveau projet du port Dakhla Atlantique, qui s'annonce comme une véritable plateforme reliant les régions nord, sud-est et ouest du Maroc. Sur le plan géographique, cette région est stratégiquement située avec des voies d'accès ouvertes par voie aérienne, maritime et terrestre. En ce qui concerne les infrastructures terrestres, notons notamment l'autoroute reliant Tiznit à la frontière mauritanienne, faisant partie intégrante du vaste projet initié par Sa Majesté le roi Mohammed VI. De plus, en matière d'énergie, nous disposons de ressources suffisantes pour mener à bien nos activités commerciales avec une alimentation électrique fiable et une connectivité de pointe incluant la 5e génération. Par ailleurs, nos capacités de dessalement de l'eau de mer témoignent de notre engagement envers la préservation des ressources pour les générations futures. Tous ces éléments réunis offrent un environnement propice aux affaires où les investisseurs américains sont les bienvenus. Je vous remercie, Shiba. Alors, en tant qu'investisseur et défenseur engagé au Sahara marocain, quels arguments avanceriez-vous pour encourager les investisseurs à venir? Leur présence est chaleureusement accueillie, Marc. Je suis convaincu que le développement économique profite à tous les acteurs impliqués. En effet, il génère des opportunités d'emploi et met en valeur la région, particulièrement lorsque soutenu par l'engagement politique du gouvernement de Sa Majesté le Roi, ainsi que par celui de la population locale. Nous, en tant que communauté, accueillons favorablement tous les investisseurs, en particulier les Américains, et nous les invitons cordialement. Nous sommes confiants que nous offrons tous les éléments nécessaires pour garantir le succès de leurs entreprises, que ce soit en termes d'administration, d'infrastructure, de culture, d'hospitalité ou de climat favorable. Les conditions idéales sont réunies: infrastructures adéquates, population qualifiée, soutien du gouvernement et une volonté manifeste d'encouragement et de facilitation de la part des autorités locales. Tous les secteurs d'activité sont les bienvenus, Marc, qu'il s'agisse d'énergie renouvelable, de tourisme, de sport ou d'infrastructures. D'un point de vue politique, les progrès sont patents. Quelles autres actions pourrions-nous entreprendre pour renforcer cette dynamique positive? Il est crucial de reconnaître que le gouvernement marocain adopte une politique visionnaire en matière environnementale, se concentrant notamment sur le développement des énergies renouvelables telles que le solaire et l'éolien. Ces secteurs offrent une opportunité significative pour les entreprises américaines de collaborer avec leurs homologues marocains afin de promouvoir et de développer des solutions énergétiques respectueuses de l'environnement. Cet aspect revêt une grande importance. Revenons à Georges Lindrit. Georges, les Marocains entreprennent actuellement la construction du port Dakhla Atlantique avec pour objectif de le positionner en tant que plaque tournante entre l'Afrique et le reste du monde, notamment les Américains. Alors, quelle est selon vous la valeur stratégique de ce projet? Les États-Unis peuvent-ils en bénéficier comme porte d'entrée vers le continent africain? Écoutez, je considère que cet élément d'infrastructure revêt une importance capitale pour diverses raisons. Naturellement, les liens d'amitié et les intérêts économiques partagés avec le Maroc jouent un rôle fondamental. Cependant, je soulignerai également un autre aspect. Si l'on observe l'alignement de l'Algérie, par exemple, qui semble clairement se tourner vers l'Iran et la Russie, et s'efforcer activement de semer le trouble en Afrique du Nord,
Il est manifeste que le Maroc se distingue par sa volonté de coopération et de relations harmonieuses. La construction de ce port géant prend donc une importance considérable, mettant en évidence la différence notable entre le Maroc qui offre son aide, son engagement, son amitié et ses investissements, en revanche, son voisin l'Algérie semble confronté à des défis internes. Pour moi, c'est la véritable distinction et la raison pour laquelle le Maroc représente un lieu d'investissement privilégié. Je vous remercie, George. Nous allons maintenant faire une courte pause. Alors, restez avec nous. Please stay tuned. Welcome back to the second part. Nous voilà de retour pour la suite de votre émission avec le Maroc depuis Washington. Alors que la campagne présidentielle américaine est commencée, il est évident que notre nation est confrontée aujourd'hui à un niveau de polarisation sans précédent, peut-être même jamais vu depuis la guerre civile en 1861. En cette période électorale, les candidats de tous horizons peaufinent leurs discours et leurs stratégies pour atteindre un électorat profondément divisé. Dans cette seconde partie, nous allons donc explorer les thèmes émergents et les manœuvres stratégiques sur la scène de la campagne électorale afin de comprendre comment ces divisions sans précédent pourraient façonner l'avenir du paysage politique et les orientations diplomatiques des États-Unis pour les années à venir. Revenons maintenant à l'ambassadeur David Mack. Quels sont selon vous les facteurs ayant contribué à un tel niveau de polarisation? À l'heure actuelle, les dirigeants des deux partis présentent des personnalités très contrastées. D'un côté, l'ancien président Trump se distingue par son génie publicitaire, une qualité qui a fait sa force en tant qu'homme d'affaires et candidat politique. Son initiative de nommer les accords entre Israël et d'autres pays arabes, accord d'Abraham, en est un exemple. Il convient de noter que la normalisation des relations entre Israël et d'autres pays arabes, notamment le Maroc, était un processus en cours depuis des décennies. Le président Jimmy Carter a largement contribué à ce processus lors des pourparlers de Camp David, qui ont abouti à l'établissement de relations pacifiques entre l'Égypte et Israël. Le président George W. Bush, après la victoire significative de l'armée américaine lors de l'opération Tempête du désert, a suivi une approche prudente en ne poussant pas jusqu'à Bagdad, mais en initiant plutôt une conférence à Madrid. Cette conférence a rassemblé les Israéliens et les États arabes, amorçant ainsi le processus connu aujourd'hui sous le nom d'accord d'Oslo. Ces accords ont conduit à un traité de paix avec la Jordanie, à la création d'une autorité palestinienne en Cisjordanie et ont ouvert la voie à une éventuelle normalisation dans toute la région, ainsi qu'à une solution à deux États entre Israël et les Palestiniens. C'est effectivement une leçon d'histoire précieuse. Espérons que le prochain président en tirera profit. Maintenant, Ralph Neuenberger, comment les candidats ont-ils ajusté leur stratégie pour rassembler autour d'eux un électorat aussi polarisé? Avec les démocrates d'un côté et les républicains de l'autre, la plupart des électeurs ont déjà pris position. À ce stade, l'objectif principal est de mobiliser les plus indécis pour qu'ils se rendent aux urnes en novembre prochain. La campagne électorale a été remarquablement intéressante, marquée par les souhaits exprimés par les deux principaux partis, les républicains et les démocrates, quant à l'émergence de nouveaux candidats. Cette dynamique initiale peut être qualifiée de campagne de souhait. Les démocrates ont émis des doutes quant à la capacité de Biden à assumer pleinement ses fonctions, considérant peut-être son âge avancé comme un facteur limitant. De leur côté, les républicains ont soulevé des inquiétudes quant à l'âge avancé et à l'extrémisme potentiel de Trump et Sanders,
exprimant le souhait de voir émerger d'autres candidats. Cependant, une fois que ces deux personnalités se sont positionnées pour obtenir l'investiture de leurs partis respectifs, la nature de la campagne a évolué, passant de la spéculation à un choix clair entre deux candidats, comme souligné par l'ambassadeur Mark. Il devient alors difficile d'envisager une véritable indépendance dans ce choix électoral. Les 5 à 6 prochains mois révéleront probablement des éléments supplémentaires sur deux candidats, enrichissant ainsi la base d'informations sur laquelle repose ce choix. Les stratégies des deux candidats diffèrent considérablement. Trump vise à mobiliser son électorat qui lui témoigne un soutien fervent, tandis que Biden cherche à élargir sa coalition en s'adressant à divers groupes d'électeurs, en particulier les indépendants qui pourraient encore influencer le résultat de l'élection. Ainsi, les deux candidats adoptent des approches électorales distinctes et stratégiquement opposées. Merci Ralph. Je me tourne à présent vers Georges Lindrit. Georges, actuellement, les médias couvrent abondamment le procès de Donald Trump portant sur des allégations de malversation financière dans l'État de New York. Il s'agit indubitablement d'un événement sans précédent dans l'histoire. Quel est votre regard sur ce procès qui occupe une grande partie de la couverture médiatique? Et quel impact pensez-vous qu'il puisse avoir sur l'opinion des électeurs américains? Il est indéniablement fascinant, à mon sens, d'observer que le procès se révèle avant tout être une manifestation d'ordre politique. Il émane de cette affaire un sentiment d'irréalité. En tant qu'enseignant en droit constitutionnel et autres disciplines au sein de la faculté de droit, je suis en mesure de discerner certains éléments. Il s'agit là d'un exemple typique de poursuite judiciaire au fondement juridique fragile et singulier. Toutefois, il me semble que cette perception n'échappe pas à l'Américain lambda. Je me souviens avoir lu un sondage indiquant que plus de 70% des citoyens considéraient cet événement comme étant de nature politique. Dès lors, je m'interroge sur la possibilité que nombre de démocrates partagent également cette perspective, ce qui souligne davantage le caractère politique de cette décision. Dans la même veine, l'attitude de Jonathan Turley de l'Université George Washington envers l'affaire et l'ensemble de l'approche a été très critique. Et ce qui était notable, c'est que cela semble avoir eu une incidence sur Donald Trump, l'aidant à gagner en sympathie auprès de certains. Cette dynamique s'est révélée dans les sondages post-électoraux de 2022, où le gouverneur de Floride était en tête, alors que Donald Trump se classait initialement en 2e ou 3e position. Cependant, grâce à l'accumulation de soutien, il est devenu rapidement le favori incontesté, même sans une campagne explicitement centrée sur ces questions. Étant donné qu'il a choisi de ne pas participer au débat et à d'autres activités similaires, cela soulève la question de savoir si ces poursuites ont contribué à renforcer sa popularité et à encourager certains groupes, même minoritaires, à le soutenir davantage qu'en 2016. En somme, on peut dire qu'il est indéniable que cette situation soit inhabituelle. Bien, d'ailleurs, nous avons interrogé quelques citoyens dans les rues de Washington, D.C., notamment près du Capitole, et voici les réponses qu'ils nous ont fournies. Je suis fermement convaincu de la primauté du droit. Et je pense que le président, en l'occurrence Trump, ne devrait pas être exempté de jugement simplement en raison de sa fonction. Il est tout à fait envisageable que cela puisse aggraver les tensions existantes. Le pays est déjà traversé par une agitation, un mécontentement et une polarisation considérable. Cependant, je considère que la perspective d'une escalade des troubles ne constitue pas une raison valable pour éviter un procès. Je pense que l'égalité de traitement devant la loi est fondamentale et qu'aux États-Unis, personne ne devrait être considéré comme étant au-dessus des lois. Notre société est traversée par des tensions exacerbées, où les individus se trouvent souvent catégorisés. Selon leur affiliation politique, on entend souvent des échanges comme celui-ci « Tu es bleu, je ne t'apprécie pas » ou bien « Je suis rouge, je ne peux pas te considérer avec bienveillance ». Mais en réalité, en quoi ces étiquettes politiques ont-elles une incidence sur notre humanité fondamentale?
Nous semblons avoir oublié les valeurs simples de la vie, telles que la bienveillance envers autrui et la capacité à pardonner. J'ai une conviction bien ancrée selon laquelle le régime de Trump et d'autres aspects de son passé sont utilisés de manière à compromettre sa carrière. Je suis fermement attaché au principe selon lequel nul est au-dessus de la loi, mais il semble que le timing choisi pour soulever ces questions soit plus qu'une simple coïncidence. Je pense que nous devrions adhérer au principe fondamental de la présomption d'innocence jusqu'à ce que la culpabilité soit prouvée. Nous aspirons à ce que les jurés du procès, quelle que soit leur décision, soient respectés, étant aussi des représentants du public américain. Il est essentiel de souligner que le procès se déroulera dans le respect des normes d'équité établies. En somme, je soutiens fermement la présomption d'innocence comme pilier essentiel de la justice. Poursuivons notre analyse des opinions exprimées ici par nos concitoyens. L'adhésion au principe de présomption d'innocence reste forte. Cependant, il est indéniable que la multiplication des affaires judiciaires contribue à renforcer les clivages et à diviser la population. Cette situation favorise la propagation de la désinformation qui exacerbe les divisions entre les deux camps. Comment voyez-vous l'avenir ? À quoi doit-on s'attendre jusqu'en novembre, date où nous exercerons enfin notre droit de vote ? What concerns me more than anything else is that we are seeing efforts to undermine. Ma principale source d'inquiétude réside dans les tentatives visant à déstabiliser les institutions fondamentales des États-Unis, telles que les institutions juridiques et électorales, un pilier essentiel de la démocratie et l'acceptation des résultats électoraux. Je crains que des efforts ne soient entrepris pour restreindre l'accès au vote pour certains individus. Je suis profondément préoccupé par le fait que les deux partis politiques ne parviennent pas à accepter les résultats des élections. Malgré les preuves démontrant sa défaite, Trump n'a toujours pas reconnu le résultat de l'élection précédente et il a même orchestré une tentative d'insurrection pour renverser les résultats. Cette situation me préoccupe grandement quant à l'avenir des États-Unis. En effet, si l'on se soucie du devenir des États-Unis, il est nécessaire de considérer également le rôle crucial qu'elles jouent sur la scène mondiale, que ce soit en Afrique du Nord, en particulier concernant le Maroc, au Moyen-Orient, en Ukraine et dans d'autres régions du monde. Ambassadeur David Mack, au long de votre carrière, que ce soit en tant que sous-secrétaire adjoint au département d'État ou en tant qu'ambassadeur au Moyen-Orient, vous avez eu l'occasion de dialoguer avec les populations locales. En ce moment précis, imaginons que nous nous adressions à nos amis du Maroc et de toute l'Afrique du Nord, qu'ils soient arabophones ou francophones. Comment leur décririez-vous la réalité de cette campagne ? Je constate que l'opinion générale est que le président Biden semble exprimer de plus en plus les bonnes intentions au cours des 3 dernières années, bien qu'il ne soit perçu comme agissant de manière adéquate pour les concrétiser. Cependant, je soutiendrai que ces actions en ce sens sont de plus en plus nombreuses, bien que leur communication efficace auprès du public américain ait été défaillante jusqu'à récemment. Cette perception a commencé à évoluer la semaine dernière lorsqu'un consensus a été trouvé entre 4 figures clés de Washington sur l'adoption d'un projet de loi longtemps bloqué portant sur l'aide à Israël, aux Palestiniens, à l'Ukraine et à Taïwan. The Speaker of the House, Mike Johnson, a Republican, the Majority Leader of the Senate, Chuck Schumer, Ces 4 protagonistes, à savoir le président Biden, le président de la Chambre des représentants Mike Johnson, un républicain, le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, un éminent démocrate juif, et Hakeem Jeffries, le chef de la minorité à la Chambre des représentants, un leader politique afro-américain, se sont accordés pour faire avancer cette législation stratégique malgré les doutes quant à sa faisabilité. Cette semaine, cependant, nous assistons à l'avancement des procès impliquant Trump, y compris un procès pour scandale sexuel dans l'État de New York, ainsi
que la décision de la Cour suprême de déterminer si l'ancien président Trump est susceptible d'être poursuivi pour des actes commis pendant sa présidence, même s'il ne relevait pas de ses fonctions présidentielles, comme la tentative de manipulation des résultats de l'élection de novembre 2020. Les acteurs qui estiment que le procureur spécial dispose d'éléments solides, ce qui concorde avec le sentiment exprimé par le public selon lequel tous les individus doivent être soumis à la loi sans exception. Les prévisions émises notamment par Elizabeth Cheney, une figure majeure de l'aile Never Trump du Parti républicain, indiquent que le procureur spécial dispose de témoignages de haut niveau, notamment de Mark Meadows, son ancien chef de cabinet, de Dan Scavino, un conseiller influent de la Maison-Blanche, ainsi que de vice-président Mike Pence. Il est envisagé non seulement que ce procès à New York sur des accusations potentiellement scandaleuses se déroule, mais aussi que des poursuites fédérales soient engagées sur des questions essentielles, notamment la question de savoir si quelqu'un peut contester les résultats d'une élection après les avoir perdus. Et cela nous conduit à un point que nous allons maintenant explorer de manière plus approfondie, Excellence. Je vous propose maintenant de nous pencher sur un article récent du magazine Newsweek intitulé « Le procès de Donald Trump est beaucoup plus sérieux que prévu ». La destitution de Donald Trump s'avère être bien plus sérieuse que prévu, comme le révèle un article récent du magazine américain Newsweek, rédigé par Nick Mordowanek. L'article met en lumière le fait que la question des fonds secrets poursuivis par Donald Trump est considérée comme beaucoup plus grave que ce que les critiques et les commentateurs avaient initialement envisagé selon une analyse juridique. La sélection du jury est désormais terminée avec 7 hommes et 5 femmes qui siègent pour entendre les plaidoiries d'ouverture du procès tant attendu. Le premier du genre à inclure un ancien président comme accusé pénal, à savoir Trump. Celui-ci fait face à 34 accusations criminelles liées à la falsification de documents commerciaux et au versement d'argent à une star du cinéma pour adultes, Stormy Daniels, lors de sa campagne présidentielle de 2016. En citant le procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg, l'auteur de l'article souligne que la légitimité de la démocratie américaine dépend de l'intégrité de ses élections. Le fait de dissimuler des informations aux électeurs porte atteinte à cette intégrité. De son côté, Norm Eisen, analyste juridique pour CNN, ancien conseiller auprès de la Commission des affaires juridiques de la Chambre des représentants des États-Unis, confirme que cette affaire, l'une des 4 affaires pénales contre l'ancien président, revêt une gravité supérieure à celle de la simple falsification de documents officiels ou de paiement à une star du cinéma pour adultes. En substance, comme l'a souligné le juge Joan Merchan, Donald Trump aurait falsifié ses dossiers commerciaux pour dissimuler un accord avec d'autres personnes visant à influencer illégalement l'élection présidentielle de 2016. L'écrivain conclut en affirmant que la substance des accusations dans cette affaire est aussi importante que celle liée à l'ingérence dans les élections de 2020, en référence au procès fédéral intenté par le procureur spécial Jack Smith contre Donald Trump et au procès en Géorgie intenté contre lui par le comté de Fulton. George, quelles sont les conséquences de ce procès? Bien que l'ambassadeur Mack en ait déjà touché quelques aspects, il est crucial d'approfondir ce sujet
notamment en ce qui concerne la confiance dans notre système judiciaire, qui est l'un des 3 piliers fondamentaux de notre démocratie. Quelles sont les répercussions de ces événements qui se déroulent actuellement sous nos yeux? Je suis convaincu qu'il est impératif d'instaurer un système où nul n'est au-dessus ou en dessous de l'état de droit. Cependant, je crois que la question cruciale ici concerne ceux qui semblent être traités différemment par la loi. Il est frappant de constater que certaines personnes, bien que poursuivies, n'ont jamais été tenues responsables pour les infractions pour lesquelles d'autres sont poursuivis. Par exemple, Hillary Clinton continue d'affirmer qu'elle a remporté l'élection de 2016 et qu'il pourrait à nouveau battre Trump sans subir de conséquences juridiques. De même, Hakeem Jeffries a exprimé ses doutes sur le processus électoral, ce qui peut être discutable mais ne constitue pas un crime en soi. Je souhaite souligner un exemple récent qui a attiré mon attention. L'affaire des documents présidentiels, notamment le raid sur Mar-a-Lago, semble être traitée de manière inhabituelle. Pour Barack Obama, cela a pris 6 ans de négociations avec les archives nationales pour déterminer quels documents conserver. En revanche, pour Donald Trump, 2 ans de discussion ont été jugés trop longs et le FBI a été dépêché sur place. Il est crucial de noter que la loi sur les archives présidentielles ne comporte pas de sanctions pénales et pourtant, il a été traité comme un acte criminel. Ce traitement suscite des inquiétudes quant à l'utilisation politisée de l'état de droit. J'estime que cette situation rappelle ce qui aurait pu se produire si Donald Trump avait tenté de poursuivre Hillary Clinton après l'élection de 2016. Bien que ce scénario ait été évoqué lors de rassemblements politiques, je suis soulagé qu'il ne se soit jamais concrétisé car cela aurait été une violation flagrante de l'état de droit. Il est déconcertant de constater que le système juridique est utilisé comme un instrument politique, ce qui, à mon sens, mine la confiance du public dans notre système judiciaire. Les récentes enquêtes et procès ont soulevé des préoccupations quant à l'impartialité et l'intégrité de nos tribunaux. En tant que défenseur de l'état de droit, je suis profondément troublé par cette évolution, car je crois fermement que l'état de droit est un pilier essentiel d'une société libre. Il est essentiel que nous puissions avoir confiance en notre système juridique pour garantir l'équité et la justice pour tous les citoyens. Malheureusement, je crains que cette confiance ne soit en train de s'éroder, ce qui est préoccupant pour l'avenir de notre démocratie. Merci, George. L'état de droit revêt une importance capitale, cela va sans dire. Permettez-moi de poser une question similaire à l'ambassadeur Mack. Envisagez-vous des changements dans notre système politique à la suite de cette élection? Plus précisément, pensez-vous que le collège électoral devrait être abrogé, étant donné que les appels en faveur de réforme de celui-ci se multiplient? Quel sera le niveau des débats cette année? Habituellement, il y a 3 débats, mais à cause du Covid, la dernière fois, il n'y en a eu que 2. Est-ce que ces débats auront un véritable impact cette année? Par ailleurs, les conventions politiques semblent perdre de leur importance. Les électeurs savent déjà, comme l'a souligné Ralph, pour qui ils voteront. Quelles sont vos attentes par rapport à cette campagne? À ce stade, je prévois que l'ancien président Trump refusera finalement de partager la même tribune que le président Biden, principalement en raison de la capacité rhétorique de ce dernier. Bien que Biden ait eu des difficultés à communiquer efficacement ses actions par le passé, il commence à s'améliorer à cet égard. De plus, je remarque une plus grande aisance de la part de son équipe de campagne par rapport à certaines personnes associées à l'ancien président Trump qui commencent à se questionner sur leur avenir politique avec lui. Voyons maintenant ce que pense Ralph concernant les changements dans le système politique.
Récemment, nous avons été témoins d'incidents sans précédent. Une personne manifestement en proie à des problèmes de santé mentale s'est immolée par le feu juste devant le palais de justice. Ces événements inédits soulèvent des questions sur les théories du complot utilisées à des fins politiques et dont on ne mesure pas le danger pour la démocratie américaine. Quelle est votre analyse à ce sujet, Ralph? Suite aux propos de l'ambassadeur Mark, je suis d'accord sur le fait que le président Biden se débrouillerait bien dans un débat. Les critères pour participer à un débat présidentiel sont clairs. Être éligible, ce qui signifie être né aux États-Unis, avoir au moins 35 ans. Figurer sur suffisamment de bulletins de vote dans un nombre suffisant d'États pour obtenir 270 votes électoraux et atteindre 15% dans 5 sondages reconnus. Je souligne ceci car un candidat d'un parti tiers, Robert Kennedy Jr., ne se qualifierait pas actuellement pour les débats, mais il pourrait le faire à l'avenir, ce qui constituerait un facteur de perturbation. Le dernier candidat d'un parti tiers à avoir participé à des débats était Ross Perot en 1992. Concernant les conventions politiques, nous savons qu'elles nommeront Trump et Biden, mais nous ignorons si une plateforme sera adoptée. J'ai contribué d'ailleurs à la rédaction de programmes pour des candidats présidentiels auparavant, mais la dernière fois remonte à un certain temps. La dernière plateforme républicaine affirmait simplement notre accord avec les souhaits de Donald Trump, ce qui ne nous éclaire pas beaucoup, franchement. Les démocrates travaillent sur leur plateforme, mais je ne suis pas certain que les républicains en fassent de même. Il est donc intéressant de voir quelles sont les plateformes finales des deux partis. En ce qui concerne le collège électoral, il a été établi en 1787, car les rédacteurs de la Constitution ne faisaient pas confiance aux électeurs américains et estimaient que des personnes éclairées devraient exercer un jugement discret lors de l'élection présidentielle. Cependant, 5 présidents dans l'histoire américaine ont remporté la présidence sans remporter le vote populaire. Malheureusement, le collège électoral est là pour rester, car il ne peut pas être aboli. Je vous remercie, Ralph, pour votre précieuse contribution. Je tiens également à exprimer ma gratitude pour les idées partagées par chacun d'entre vous aujourd'hui. Je suis heureux d'avoir pu échanger avec nos invités. Merci, Dr. Ralph Nuenberger, Excellence David Mack, Monsieur Rabbi Rabou Shiba Malainin, sans oublier notre chroniqueur Georges Lindrit et notre correspondante Jeanne Mansour. Mes remerciements à toute l'équipe de production dirigée par notre réalisateur et producteur Mohamed Saïd Al-Wafi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de votre émission avec le Maroc depuis Washington. À très bientôt. Washington.